on va avoir un échange et un partage avec Caroline Lejeune, qui est en face de vous, qui est docteur en sociologie politique environnementale et qui est donc responsable scientifique au sein d'une fondation Zoein, elle vous expliquera ce que c'est, mais dont le thème de recherche est vraiment cette question de la justice climatique et sociale. Et donc, en fait, on s'est dit que, à travers les travaux ou les réflexions que vous avez eues ce matin, vous savez, on vous a demandé là de mettre en relief des points d'attention, des inquiétudes que vous pourriez avoir en termes de, justement, de justice, si on se projetait dans cette société bas carbone en 2050. Donc, vous avez fait cet exercice par groupe. Vous allez nous dire quels sont vos points d'attention, chaque groupe. Et là-dessus, Caroline va réagir et vous apporter quelques concepts, aller dans le sens de vos analyses, peut-être aussi vous soulever d'autres sujets qui vous seront utiles dans tous les travaux que vous aurez pour la suite, puisque vous vous rappelez, dans votre mandat, il est question d'atteindre le mandat, c'est la question qui vous est posée. Le mandat, c'est voilà, on ne vous arrête pas si vous ne faites une bêtise. C'est pas un mandat d'arrêt, c'est un mandat, une responsabilité. On vous demande de réfléchir la métropole bas carbone d'ici en 2050, en faisant attention à la justice sociale et à tout le monde, en fait, pour que vos propositions puissent être, en fait, ne laisser personne sur le bord du chemin. Donc du coup, je vais vous donner la parole à tous les groupes. Vous êtes 5 groupes. Je crois qu'on va commencer tout simplement par le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, le groupe 4. Alors, il se trouve que le groupe 1, c'était mon groupe. Donc, si vous ne savez pas quel groupe vous étiez, ça va s'afficher en haut. C'est le groupe de Sophie et Elisabeth. On était en salle 5, créativité. Et donc, si tu veux descendre... J'étais très forte, je n'avais pas noté ton nom. Jean-Jacques, merci Jean-Jacques. Et du coup, tu as quelques éléments affichés, mais si tu te sens à l'aise pour les raconter, vas-y. Donc les points de vigilance en matière de justice sociale climatique qu'on a relevés, c'était surtout l'accessibilité en matière de coûts, donc social, donc en matière de coûts, que ce soit accessible à tous, par le biais d'aides financières peut-être. Deuxième point, c'était l'accessibilité en matière numérique, c'est-à-dire que les gens qui sont peu équipés ou peu habitués à utiliser le numérique, qu'il y ait des aides qui soient organisées, des formations, et puis aussi justice en matière de mobilité, de manière à ce que tout le monde puisse accéder à la mobilité. On parle de vélo, de transports en commun. Bon, les transports en commun sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, mais les vélos, non. Donc, voilà, on voulait que la justice soit accessible à tous, au niveau social, au niveau numérique et au niveau accessibilité à mobilité réduite. Voilà, des personnes à mobilité réduite. Et puis, il y avait aussi cette question de proche de nous, proche dans le territoire. Il fallait que ça soit... Oui, que ce soit à proximité de nos habitations, donc que ce ne soit pas à des kilomètres. Et du coup, la justice sociale et climatique doit prendre en compte justement les distances par rapport aux différents individus. Ouais. Ok, merci beaucoup Jean-Jacques. Bon. Ouais. Le groupe 2, qui veut descendre du groupe 2? Alors le groupe 2, c'était le groupe de Gilles Laurent. Et vous voyez ce qui s'affiche, donc, et de Céline, pardon, studio 1 et 2. And 2. C'est Madison qui a écrit. Nous, on a identifié 3 problématiques, dont la première ressemble à celle du groupe 1, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'équité et l'accessibilité financière en fonction des capacités de chacun, pour que ce soit vraiment pas un frein. Aussi bien en tout ce qui est rénovation des habitats, parce qu'on a bien compris que c'était un enjeu important, tout ce qui était les transports en commun, qui restent chers, l'alimentation et aussi l'accessibilité, l'accès aux technologies. On s'est posé aussi, nous, la question de la présence des services au niveau local, notamment dans le scénario 1, qui privilégie le fait qu'il y a plus de ruralité, etc. Et on s'est dit il faut vraiment que
il puisse y avoir l'accès à des services de santé, voilà, des services publics ou privés, faciles pour la vie des personnes. Et nous, la troisième question, c'était la question des impacts des changements de modèle sur les emplois, avec des enjeux en termes d'évolution de compétences, d'évolution de formation, voire même de transformation complète de son emploi, de son mode d'emploi. Et on s'est posé aussi une question un peu dans ce domaine-là. Un autre exemple, c'est sur le télétravail, dont on a bien perçu qu'il a beaucoup évolué. La question de garder l'équité, parce que certains emplois sont moins télétravaillables que d'autres. Voilà, j'espère que j'ai été fidèle. Merci. C'est quoi ton prénom ? Merci Agnès. Du coup, j'en profite pour essayer d'apprendre quelques prénoms, parce que vous êtes 100, un peu plus. Hop, groupe numéro 3, c'était le groupe d'Ophélie et de Nina, qui étaient dans l'UX Lab. Pardon ? David et Abstra. Vous êtes là ? Vous descendez tous les deux ? Super. C'est lequel qui prend la... David, c'est toi ? J'ai qu'un micro pour vous deux. On fera à double rôle. Donc, les points de vigilance qu'on a discutés, donc, c'est principalement éviter les ruptures brutales dans nos modes de vie. C'est-à-dire que c'est ne pas être dans l'obligation à un moment donné de dire à partir de maintenant, vous roulez plus ou vous devez faire que 10 km par jour en voiture. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc on est plutôt dans l'idée d'éduquer. Éduquer et former, sensibiliser. Alors, ensuite, notre inquiétude, c'était attention aux inégalités territoriales. Rapproche bien ton micro parce que je pense qu'on t'entend pas. Alors, attention aux inégalités territoriales, on raisonne au niveau de la métro, si on développait certaines, possibilités et qu'ensuite ça engendrait une inégalité. Donc, et puis aussi alors là, je me sens un peu perdue en fait de parler comme ça. Et donc, je vais lire tout d'abord ce qui est écrit, donc notamment en matière de mobilité et d'accessibilité de la concentration en matière d'habitat. Oui, parce qu'on parlait d'une densité. La densité de l'habitat, la construction en hauteur. Notre inquiétude aussi, c'était de développer des technologies. Le modèle 3, je crois, de mémoire, qui était ouvert, qui nous persuadait en fait qu'on était dans l'écologie déjà et que tout allait bien. Donc notre inquiétude, c'était de développer des technologies qui devenaient coûteuses et que ça allait être plus difficile d'accès à tous. Voilà. Merci. Okay. Donc pour ce qui est le 3, donc, c'est penser aussi aux impacts à long terme. C'est-à-dire que de faire de la biodiversité, c'est bien, mais quels sont les impacts quand on est dans ce travail-là ? Est-ce qu'on ne va pas avoir un retour de bâton de choses, la nature va nous faire un coup dans le dos, enfin je ne sais pas trop. Voilà. Et puis aussi, ne pas contourner les problèmes, c'est-à-dire créer des technologies où on dit c'est des technologies vertes, ça va permettre de régler tous les problèmes écologiques et finalement, dans 20 ans, on va se retrouver avec un autre problème écologique. Voilà. Les impacts, parce qu'il y avait deux modèles où on voyait qu'on maintenait le même modèle économique et le même modèle de consommation et donc on avait l'impression qu'en fait on nous berçait tranquillement en nous proposant de maintenir notre niveau de consommation d'énergie actuelle en proposant une autre énergie qui pour l'instant, a priori, on n'est pas sûr de l'impact sur l'écologie. Et puis, prendre l'option d'enterrer et de rendre invisible cette énergie, c'est nous masquer les problèmes et puis peut-être découvrir d'autres impacts beaucoup plus graves. Qu'on ne connaît pas. D'accord, très bien. Merci beaucoup.
il y en a qui ont bien entendu justice sociale, et puis il y en a qui ont entendu aussi la question climatique et quel va être finalement ces revers de médaille peut-être climatiques qu'on n'estime pas. Donc c'est intéressant de voir que vous n'avez pas tous pensé de la même manière. Groupe 5 déjà ? Non, 4, pardon, parce que je vois la deuxième slide derrière. Groupe 4, c'était le groupe de Camille et d'Audrey. Voilà, qui nous vient du plateau design. Lamia, tu nous viens du plateau design. Regarde, et puis alors, vas-y, montre ta robe à tout le monde, là. Regarde, c'est plateau design. Bonjour, c'est Lamia. Voilà, donc les points de vigilance en matière de justice sociale et climatique. Donc le premier point, c'est l'impact économique sur les ménages par l'augmentation des prix, la perte des emplois non qualifiés et le changement de carrière. Partager l'effort de manière équitable, éviter que l'effort repose sur les personnes avec le moins de ressources, favoriser la mixité pour tout le monde, pour que tout le monde puisse vivre ensemble et que personne ne soit exclu ou surmobilisé. Et merci pour votre accueil. Allez, on va dire que c'est pour tout ton groupe, hein. Aussi. Alors, le groupe 5, c'était le groupe de Tom, avec Nadine et Morgane, qui étaient en salle 204. Qui est-ce qui prend la parole ? Cathy. Allez. Cathy qui descend des cimes. Tiens. Merci. Bonjour. Donc, nous, les points de vigilance en matière de justice sociale et climatique, pour le scénario 1, on a choisi l'accessibilité à tous des mesures prises, qu'elles concernent tout le monde, quels que soient les secteurs. Le scénario 2, l'accessibilité des technologies vertes à tous, pour le prix et l'usage. Et le troisième scénario, veiller à redynamiser les zones rurales et périphériques avec équité. Un quatrième point de vigilance, c'était sur la gestion des déchets et sur leur traitement à l'échelle locale, que ces déchets ne soient pas envoyés dans les pays étrangers du Sud. C'était quelque chose d'important pour nous. Merci beaucoup, Cathy. Ben voilà. Là, on a balayé pas mal de... Ça a l'air de plaire à Caroline. Elle prend des notes. Si vous voulez rebalayer, vous voulez qu'on les remontre rapidement ? Ah, elle a tout pris en note, elle est très forte. Mais par contre, sans micro, ça ne va pas le faire. Je sais pas, il y avait un autre groupe caché ou pas ? Non ? Pas de groupe caché. Pas de choses à ajouter. Mais vous allez pouvoir, après, on va faire l'idée, c'est que ça soit vraiment interactif. Ouais. Caroline avait très envie aussi. Ouais. Première réaction ? Très contente d'être là et très contente d'entendre tout ce que vos propositions. Très impressionnée aussi et honorée de pouvoir discuter avec vous sous le principe qu'on a mis en place, qu'on m'a proposé, que Thierry a proposé de faire une conférence, et Sophie, une conférence inversée. En fait, c'est vrai, quelquefois, quand on est un peu spécialiste d'un sujet, on est invité et puis on se met là où je suis et on présente des propositions, une analyse. Voilà. Difficile, en fait, pour les personnes qui n'ont pas forcément travaillé sur les sujets de pouvoir réagir à ce moment-là et de savoir en quoi ce qu'on leur demande de discuter concerne le sujet que la personne vous présente. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'abord de revenir sur des éléments de définition de ce qu'on appelle justice sociale et justice climatique, en l'inscrivant dans l'histoire de la notion. Je fais partie de ces chercheurs qui n'aiment pas parler de choses sans les réinscrire dans leur histoire. Donc, je vais faire des éléments, je vais vous donner des éléments, soulever quelques enjeux, et puis finalement, j'ai repris l'ensemble des propositions ou des remarques que vous avez formulées, que j'ai catégorisées en 3 axes. Un enjeu d'équité, un enjeu de redistribution et un enjeu de planification du territoire.
et je vais essayer de reprendre à chaque fois les éléments en apportant de manière modeste vos propositions, d'apporter des éléments de complément ou de vous informer peut-être sur certaines choses qui existent qui pourraient être intéressantes sur le sujet. Mais je n'ai pas la prétention à donner toutes les réponses à ce que vous avez soulevé parce que je pense que c'est les enjeux de demain qui s'annoncent quand on parle de transition écologique et d'urgence écologique. Bon point de départ, donc je suis docteur en sciences politiques environnementales et j'ai beaucoup travaillé depuis toujours en fait, sur les liens entre justice et environnement. Et si j'ai travaillé sur ce sujet, c'était pour deux raisons principales, deux postulats qui étaient pour moi un peu soit un constat des politiques environnementales et climatiques et une idée reçue, acceptée de manière générale. Le premier, c'était de pouvoir avoir observé finalement l'évolution des politiques environnementales depuis le début du siècle et d'avoir vu l'évolution de la manière par laquelle on pouvait considérer la nature. Donc on parle de la nature au début comme préservation, conservation de la nature. Les premières politiques se sont dirigées sur la préservation du paysage, des grands espaces, aux États-Unis notamment comme en Europe et en France. Une deuxième étape, ça a été de la gestion des ressources. Comment on permet de préserver les forêts pour pouvoir avoir accès au bois, comment on permet de pouvoir gérer ces ressources dans un territoire, les protéger. Une autre manière de pouvoir concevoir la nature, ça a été aussi de pouvoir prendre en compte la gestion des risques technologiques et leur impact sur les territoires, sur la pollution de l'eau, sur la pollution du sol, mais aussi sur les personnes qui vivent à proximité. On a eu beaucoup ça en France, par exemple, avec les risques nucléaires. Aussi, de pouvoir considérer la gestion des flux, c'est-à-dire des émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Comment on va gérer cette réduction des émissions de gaz à effet de serre dans une société qui est profondément prisonnière des énergies fossiles. Première chose. Et en fait, quand je vois cette évolution, conservation, risque technologique, gestion des ressources, et puis réduction des émissions, il y a quand même quelque chose qui... moi, m'étonne, c'est qu'on ne pose jamais la question de la justice sociale. On ne pose jamais le lien entre justice sociale et préservation de la nature, justice sociale et gestion des risques technologiques, justice sociale et gestion et accessibilité des ressources naturelles, justice sociale et réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est mon premier point. Deuxième chose, c'est que de manière générale, on entend que les populations les plus vulnérables, fragiles, où les personnes qui ont le moins de ressources économiques ne sont pas préoccupées par les questions environnementales. Et ça, c'est quelque chose qui est assez convenu et qu'il faudrait presque sensibiliser ou éduquer les gens à pouvoir préserver l'environnement et du coup de suivre des formations, d'être sensibilisés dans des centres sociaux à ce que ça signifie de préserver la nature ou d'avoir une attention envers la nature sous prétexte que finalement, elle serait tellement préoccupée par les besoins élémentaires de base, l'accès à l'alimentation saine, l'accès à l'énergie, l'accès à la santé, que l'environnement passerait dans un second plan. Face à ces deux postulats, l'absence de réflexion sur une justice sociale dans les politiques environnementales et une idée reçue qui consiste à penser que les personnes qui sont à faible revenu ou à moyen revenu n'ont pas de préoccupation vis-à-vis des questions environnementales, j'ai voulu travailler sur ce sujet entre justice et environnement. Et ça m'a amené à travailler sur la notion de justice environnementale qui, elle, va prendre au sérieux en fait, le fait que non, l'environnement, c'est effectivement un enjeu de préservation, c'est effectivement un enjeu de gestion des risques, c'est effectivement une accessibilité aux ressources, c'est surtout un enjeu de justice sociale. Et qu'on ne peut pas faire de transition écologique, on ne peut pas faire de politique environnementale si la question de la justice n'est pas posée de manière transversale à l'ensemble des problématiques qui sont posées. Et à l'ensemble des scénarios que vous avez aussi eu le plaisir de travailler et où moi j'ai aussi à ce moment-là constaté l'absence de réflexion sur la justice sociale dans l'ensemble des scénarios de l'ADEME qui vous a été exposé. Alors d'où ça vient cette notion ? On va le voir dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Je vais reprendre un peu l'histoire plutôt côté des États-Unis, où on voit émerger finalement dans les années 70, 80, ce qu'on appelle les premiers mouvements de justice environnementaux. C'est des mouvements sociaux, d'abord près de New York, près du Love Canal, un canal qui a été aménagé au-dessus d'une ancienne décharge de déchets toxiques qui a été réaménagé en quartier
en quartier résidentiel, mais accessible à des populations ouvrières. Et ces populations se sont aménagées sur ce territoire. Et au bout de quelques années, certaines femmes ont observé que leurs enfants développaient des maladies, des plombs bénis, des problèmes de malformation, des problèmes sur la peau. Et avec l'école, ils ont fait une vraie recherche qu'on appelle d'épidémiologie populaire, où ils ont pu mettre le lien entre les inégalités sociales, leur situation en fait, de personnes en situation de revenus modestes, le fait qu'on on leur ait permis d'habiter dans un lieu exposé à des pollutions et de voir leurs enfants en fait, développer des maladies importantes. Donc elles ont vraiment montré cette corrélation entre les inégalités sociales et l'exposition aux pollutions. Et ils ont montré que finalement les injustices environnementales ne sont pas des injustices qui sont déconnectées des inégalités sociales existantes. Elles viennent prolonger ce constat. Et on va retrouver des cas similaires aussi dans d'autres territoires. En France aussi récemment, on a pu observer certains de cas actuels. Dans le prolongement, dans les années 80, le cas du Warren County, c'est aussi un mouvement qui va être composé de personnes afro-américaines et qui vont, elles aussi, montrer à travers toute la démarche des mouvements de la défense des droits civiques, mais aussi dans le sillage des travaux et de la lutte pour les droits civiques de Martin Luther King, que finalement les populations en situation afro-américaines sont aussi, peut-être même plus que le revenu, exposés à des risques environnementaux qui vont être avérés par des études scientifiques qui vont encore montrer cette corrélation et qui va montrer finalement que ce soit des inégalités sociales, que ce soit dans le cadre de personnes qui sont origine afro-américaine ou mexicaine aux États-Unis, on va voir que finalement, selon le lieu d'où on vient, selon le revenu dont on dispose, finalement, c'est des critères qui vont aussi, qui vont influencer la définition ou l'identification de lieux dans lesquels on va pouvoir aménager des sites d'enfouissement de déchets toxiques. Donc finalement, on voit qu'il y a un cumul d'inégalités. Cumul d'inégalités sociales, cumul d'inégalités politiques et environnementales qui vont venir s'ajouter. Et si je rajoute encore une autre forme d'inégalité, c'est qu'on voit que si on essaye de croiser, que ce soit sa situation sociale, la situation d'où on vient, mais aussi la situation de genre, en fait, si vous êtes femme dans un territoire, vous avez plus de chances. Si vous êtes femme en situation de précarité et afro-américaine, vous avez plus de chances d'être exposée à des risques environnementaux que d'autres catégories sociales sur un territoire. Et c'est ce qu'ils ont appelé aux États-Unis le racisme environnemental, qui vient prolonger la lutte pour la défense des droits civiques. Donc c'est important de voir cette corrélation, parce que ça montre bien finalement que tous les territoires, ou certains territoires plus que d'autres, ou certaines populations plus que d'autres, vont pouvoir bénéficier d'un environnement sain, et d'autres vont être exposés à des situations d'exposition aux pollutions, parce que bien souvent, le revenu détermine l'endroit où on vit, et que l'endroit où on vit, quelquefois on ne le choisit pas, il est déterminé par le revenu, et le choix d'habiter dans un endroit par rapport à un autre est profondément déterminé par le niveau social. Ça, c'est sur l'aspect très territorial. Si je viens maintenant aux aspects plus globaux, on a vu apparaître des aléas climatiques relativement importants, notamment si je prends par exemple l'exemple de l'ouragan Katrina en 2005, on va voir que les populations de la Nouvelle-Orléans qui vivent en dessous du niveau de la mer dans la ville sont aussi des territoires qui sont à faible valeur ajoutée, donc les loyers sont beaucoup plus accessibles, et donc les populations qui vont s'y installer sont des populations en situation de vulnérabilité sociale, de fragilité, de problèmes de revenus. Et on va voir qu'avec le cas de l'ouragan Katrina, les populations qui vont être le plus touchées par cet aléa climatique, cela va être les populations en situation de vulnérabilité et d'origine afro-américaine. Et que à l'inverse aussi, c'est que la réponse qui a été donnée par les pouvoirs publics sous le gouvernement Bush, ça a été de d'abord répondre au sauvetage des populations qui vivent dans les collines, dans les territoires les plus aisés, avant de porter secours aux populations qui étaient le plus en situation de difficulté.
Ce que ça montre, c'est que finalement, la question du climat ou la question du dérèglement climatique va amener à une accentuation des aléas climatiques, mais selon la catégorie sociale, on n'a pas tous la même capacité à pouvoir répondre et à pouvoir échapper à ces enjeux. Donc c'est un enjeu de justice sociale, et dissocier la question climatique de la question de la justice ne permet pas finalement de pouvoir répondre de manière satisfaisante à l'enjeu climatique, et je vais ajouter un troisième niveau, qui est la responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre, puisque si on a identifié que l'empreinte écologique, donc c'est un indicateur qui permet de mesurer la conséquence d'un mode de vie sur la planète. Donc je vous invite à le faire si vous avez déjà eu l'occasion de le faire. Vous trouvez très bien les informations sur le site de WWF. Ça permet on voit qu'il y a une corrélation entre le niveau de revenu et l'empreinte écologique que vous avez. Donc en fait, ce que montre la justice environnementale, c'est que plus vous êtes en situation d'inégalité sociale, plus vous avez de risques d'être exposé à des pollutions, ou exposé à des difficultés d'accéder aux ressources, et en même temps, vous êtes les personnes sont le moins responsables des émissions de gaz à effet de serre. Mais elles subissent le plus les conséquences de la destruction de la nature. Donc ça montre parfaitement, en fait, à travers le lien entre les enjeux sociaux et les enjeux climatiques, que ça pose des questions très différentes en termes de redistribution, en termes d'équité, en termes de planification des territoires. Je vais revenir sur un point en particulier, et puis après je vais reprendre mes 3 catégories que j'ai citées tout à l'heure, parce que la justice distributive, c'est un sujet important. Vous l'avez beaucoup cité. Je vais peut-être commencer par celui-là, comme ça au moins ce sera... vous avez beaucoup évoqué le fait de pouvoir mettre en place des logiques de réparation, ou de pouvoir soutenir finalement par des outils financiers et économiques les personnes qui pour rétablir l'équité entre les individus et que pour que chacun puisse participer de cette transition écologique. On voit que les dispositifs de justice distributive, le point de départ, c'est de dire que dans une société comme la nôtre, la société fonctionne parce qu'on est organisé à travers un contrat social. Tout le monde participe à l'effort collectif pour l'organisation de la société. Et qu'en cas où une personne est exposée à un dommage, on va essayer de réparer cette inégalité ou ce dommage en finançant, souvent par une compensation financière et économique, le dommage qu'elle a causé. Donc on va essayer de réparer après le dommage, finalement, le dommage important qu'elle a pu avoir sur sa maladie, sur l'accès à l'énergie, sur l'accès à l'alimentation, etc., etc. Dans ce schéma-là, finalement, on peut se dire que ça permet de pouvoir pallier les conséquences des inégalités environnementales, mais ça ne permet pas fondamentalement de pouvoir associer préservation de la nature et justice sociale, parce en permettant de pouvoir faire cette réparation, on va agir après qu'il y ait dégâts. Donc une inégalité environnementale, c'est une inégalité qui est faite envers une personne, mais c'est aussi issu d'une injustice qui est produite envers la nature. C'est un acte de destruction de la nature, par exemple, qui va engager un enjeu de justice sociale. Donc penser la justice sociale ne permet pas de dissocier justice pour la nature et avec elle, et justice, ou de limiter les impacts sur la nature et en même temps de limiter les impacts sociaux. L'un va avec l'autre. On dit souvent que c'est 2 faces d'une seule et même pièce pour la transition écologique. Donc effectivement, vous avez bien soulevé l'importance de pouvoir rendre compte et pouvoir aider les populations avec des outils et des mécanismes financiers, de pouvoir soutenir économiquement l'effort que les personnes vont pouvoir, en situation de vulnérabilité, vont devoir faire preuve, parce que c'est pas simple de se priver de sa voiture du jour au lendemain, parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir le faire, parce que l'énergie coûte de plus en plus cher. Et que ce n'est pas évident de pouvoir s'inscrire, quand on est vulnérable, dans cette trajectoire de transition écologique. Ce que ça montre aussi, c'est que, là je vais faire le lien avec la sobriété,
c'est que dans le scénario sobriété, où justement la question de la justice sociale n'était pas abordée, un enjeu, ce serait de se dire que si on considère que les personnes en situation de vulnérabilité ou de fragilité, ou qui ont un revenu moyen, sont celles qui sont le plus exposées à des risques environnementaux, et qu'en même temps, c'est celles qui émettent le moins d'émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire qu'elles sont déjà dans une forme de sobriété subie. En fait, elles n'ont pas le choix de devoir réduire leur consommation en énergie. Elles n'ont pas le choix de devoir réduire, de devoir choisir quelle alimentation elles vont avoir. Elles n'ont pas le choix de savoir comment elles vont pouvoir être en mobilité. Non. C'est-à-dire que leur revenu devient l'espace à partir duquel elles vont devoir faire des choix, et que ce choix va avoir une incidence vraiment importante sur leur mode de vie. Et on voit que dans les expériences de disqualification sociale, on voit que finalement les personnes en situation de vulnérabilité, de précarité, mais aussi revenus moyens et modestes, sont quand même celles qui vivent dans une sobriété qui est subie. Elles n'ont pas le luxe de la consommation. Et du coup, c'est vrai que quand on parle de sobriété, considérer déjà qu'il y a une partie de la population qui se trouve en sobriété énergétique, c'est déjà s'interroger, ou ça peut ouvrir une porte, qui est celle de s'interroger, non pas sur une répartition des outils financiers, comme on a pu voir, qui est une très bonne piste et qui est un instrument qui peut facilement être mis en œuvre, mais aussi s'interroger sur la répartition juste des efforts à réaliser dans les émissions dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ça pose la question de l'égalité et de voir potentiellement, quelqu'un l'a dit à un moment donné, une solution dit est-ce qu'on peut faire que 10 km par jour, par exemple. Est-ce qu'on peut s'interroger sur un droit à polluer? Chacun a le même droit à polluer. Et c'est un quota carbone qui permet de pouvoir identifier finalement, qui permet de pouvoir mettre en œuvre de manière juste et associer soutenabilité et transition écologique. Mais vous voyez, c'est deux options différentes. C'est pour ça que je reprends incitation-contrainte. C'est-à-dire que la première, ça va être une forme d'incitation, de pouvoir accompagner la réduction du déplacement. L'autre, ça peut aussi être une forme de contrainte. Et c'est là où peut-être vous avez votre rôle à jouer dans ces débats. Un autre point, 58, super, c'est la question de l'équité. Vous avez mis en avant l'importance de reconnaître les situations d'inégalité, il me semble, d'injustice. Et je pense que la base en fait, des politiques environnementales, c'est de pouvoir considérer que avoir accès à l'énergie ou permettre quand même d'être mobile dans un territoire qui est en transition écologique, ça implique aussi de traiter les inégalités de base. Et de pouvoir faire en sorte que la reconnaissance dans une société, c'est aussi de pouvoir accompagner les changements vers plus d'égalité. Et ça me semble important de ne pas dissocier, effectivement, certains ont parlé des droits de la nature, des injustices qui sont faites envers la nature. Je pense que c'est un enjeu tout à fait important, qui passe par la reconnaissance d'une juste équité envers la biodiversité. Je ne sais plus qui est-ce qui disait ça. L'importance de considérer que le climat, ce n'est pas simplement un enjeu de réduction d'émissions, mais c'est considérer aussi l'enjeu de biodiversité. On a souvent l'objectif de pouvoir dissocier l'un et l'autre, mais en fait les deux sont liés, et certaines mesures peuvent avoir des impacts négatifs sur la biodiversité. Et là, je reprends par exemple le scénario numéro 4, qui est basé sur les nouvelles technologies et qui, à travers son déploiement, à travers ses installations sur des territoires, à travers d'autres vecteurs, va aussi amener à entrer en concurrence avec des enjeux de biodiversité, donc de préservation des écosystèmes dans les territoires. Et ça me semble tout à fait important à devoir considérer. Et une autre catégorie en termes d'équité qui me semble importante, c'est une catégorie qui n'existe pas encore, et c'est celle des générations futures. C'est une notion qui a été beaucoup employée dans le cadre des négociations climatiques avec la notion de développement durable. On a toujours pensé qu'il fallait pouvoir prendre en compte les questions environnementales pour les générations futures. Donc nous sommes les générations futures qu'on pensait il y a 50 ans. Et maintenant, on voit la difficulté de devoir mettre en place en fait, les politiques environnementales, de voir le débat que ça suscite, et c'est quand même très positif de avoir un débat démocratique, et de ne pas le réduire, par exemple, à mon sens, à une approche essentiellement technique, parce que sinon on reproduit cette idée de nature qui exclut les enjeux sociaux.
et de pouvoir considérer que les générations futures, donc actuelles, c'est nous, et celles à venir, dans un monde qui va dépasser le 1 plus 0,5 degrés d'élévation de la température, et qui va se retrouver aussi non seulement dans un monde qui est très différent de celui qu'on vit aujourd'hui, mais aussi avec une accessibilité aux ressources naturelles qui est de plus en plus incertaine. Et ça pose la question de savoir dans quelle temporalité on se situe. Et c'est vrai que les scénarios, et vous l'avez tous bien remarqué, il y a eu des questions ce matin et puis là aussi, qui permettent de le mettre en évidence. Soit on pense à la question de l'environnement en disant c'est le long terme, on est dans le présent, c'est le long terme. Soit on pense la question environnementale dans un délai, c'est-à-dire le temps qui reste avant de franchir finalement les seuils de basculement des systèmes écologiques et des systèmes climatiques. Et là, il y a deux leviers qui s'annoncent, à mon sens. Le premier, c'est de pouvoir voir quelles sont les mesures à prendre sur le long terme. Et l'autre, c'est quelles sont les mesures à prendre sur le court terme pour pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière rapide, puisqu'il me semble que le plan climat de la métropole, c'est un engagement, je pense, jusqu'en 2050 comme la plupart, et il vise, il me semble, jusqu'en 2030 à moins 40% ou à moins 50%, ce qui est assez drastique comme réduction. Donc avoir ces deux temporalités-là, de dire ce qui est possible de pouvoir planifier dans le long terme et ce qui peut être mis en place dans un temps relativement court. Ne pas oublier ces deux articulations. Là, je m'en vais dans mes considérations. Je peux continuer encore ou une dernière, la planification? Un petit peu, faut qu'ils se sentent aussi en possibilité de vous poser des questions. Oui. On sait que vous devez partir, en fait, aussi. On doit absolument libérer Caroline. Juste le dernier point qui est revenu aussi assez rapidement, c'est la question de l'emploi. C'est très, très juste. Et là, c'est un enjeu de planification. Comment on planifie un emploi juste et équitable pour tous, qui permettent de pouvoir répondre aux enjeux d'accessibilité à une nourriture saine et accessible et à faible coût, de pouvoir réfléchir à une accessibilité en énergie, d'avoir accès à la mobilité. Et là, ça pose la question du deuxième scénario, la question de la coopération. Et la capacité des politiques publiques d'associer à une politique climatique un plan de soutien à des écosystèmes d'acteurs économiques qui s'inscrivent dans l'économie sociale et solidaire, et qui permettent de pouvoir coopérer pour répondre à ces enjeux. Et si je vous dis ça, ce n'est pas de manière anodine, c'est que les acteurs ils sont déjà sur les territoires. Donc c'est comment, à un moment donné, on soutient, et les politiques soutiennent ce type de développement, notamment avec des outils comme des coopératives qui permettent de pouvoir développer des filières d'autonomie et pour favoriser une économie du care, du soin, mais aussi une économie de la subsistance pour tous, et de manière juste. Je vous remercie. Alors, la parole vous revient à nouveau. Ce qu'on vous propose, c'est que peut-être vous réagissiez à ce que vient de dire Caroline Lejeune, peut-être aussi que vous reposiez des questions, que vous réaffirmiez des choses que vous avez dites et que vous demandiez des éclaircissements. Alors, qui te donne parler? Tu te représentes pour que tout le monde se rappelle les prénoms. Moi, je te connais. Vas-y. Et tu te lèves, effectivement, levez-vous parce que ça permet de bien aussi vous repérer, etc. Doria, vas-y. Je m'appelle Radia, voilà. La fille qui a posé une connerie tout à l'heure. Sur Paris. Bref. Le fait que vous avez parlé du travail pour l'aider avec l'écologie, tout ce qu'il y a, avec la nouvelle loi qui a été faite pour la CAF, pour ceux qui vont travailler, au lieu de retirer les droits aux gens de travailler à 35 heures et être payés normalement, parce qu'on sait que ça va faire des chômages encore plus longs, justement prévoir, est-ce que, puisque ceux qui sont la CAF sont payés par l'État, travailler pour l'écologie et pour pouvoir justement ce genre d'aide, quoi. Ça sera moins cher. Enfin non, c'est même pas cher puisque c'est l'État qui paye.
Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire pourquoi est-ce qu'on ne met pas les personnes Parce qu'en fait, la loi à a été travailler faite pour la pour CAF. ouais. Ils vont travailler 15 à 20 heures pour continuer à toucher la CAF. D'accord, ok. Donc, Prévoir, au lieu de retirer les gens qui sont en 35 heures, parce qu'on sait que les grandes entreprises vont faire des économies sur les gens qui vont travailler. C'est les orienter vers des actions ou vers un travail au service de l'écologie. Ok. De toute manière, la CAF, ça va être obligé, voilà. Mais le problème, c'est que s'ils font pas, parce que là, ils ont prévu de faire ça, mais ça va retirer aux gens, les entreprises vont dire, tiens, je vais faire des économies, je vais embaucher les jeunes et je vais dire, hop là, je vais prendre la CAF puisque c'est à qui paye. D'accord, donc tu dis plutôt que ça... qui travaillent pour les questions environnementales. Ok. Les associations, quoi. C'est créer de l'emploi aussi par le vertueux, pour l'environnement, pour le climat. Qui veut réagir, dire quelque chose, interpeller? Caroline? Est-ce que vous avez tout compris? Alors, attends, excuse-moi, j'ai là-haut Vincent et après je reviens ici. Il y avait une autre demande là-haut? Ok. Alors, on va prendre Vincent. Merci, je me prénomme Vincent et quand je vous écoute, franchement, j'ai froid dans le dos parce qu'on en demande plus à ceux qui en ont le moins. Et ce n'est pas rassurant. Ce matin, j'ai donné le proverbe de ce qui se passe dans le poulailler. Et je crois que comme vous n'étiez pas là, je vais peut-être vous répéter ça parce que ça m'inquiète. J'étais là. D'accord, ok. Donc vas-y, va à ton propos, comme ça je peux redonner la parole aussi à quelqu'un d'autre après toi. Ok. Donc pour que cette justice climatique sociale soit durable, quelle politique on peut mettre en place pour que les dirigeants puissent être contraints à l'exécuter? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on essaie de rendre la justice sociale au moins nantie, on a l'impression qu'on leur fait une faveur et on le leur rappelle tous les jours. Et finalement, ils se sentent lésés, ils se sentent comme moins que rien et ce n'est pas bien. Donc, comment est-ce qu'on peut faire de sorte à ce que cette aide-là ne soit pas un moyen pour les ringardiser et pour les mettre à l'écart, mais plutôt pour les inciter à prendre conscience de la situation et à y contribuer? Parce qu'entre faire une action qui est en faveur de l'écologie et subvenir aux besoins immédiats, le moins nanti a tout de suite fait le choix. Okay. Merci Vincent. Il y avait une autre prise de parole peut-être? Non, ça va? Alors c'est bien pour vous. Puis après je vais donner la parole à Caroline. Caroline, est-ce que vous avez des exemples dans le monde d'États, d'acteurs qui ont réussi à conjuguer quelque chose qui semble un petit peu impossible? Ok, je vous propose de vous donner la parole et puis après je reviens vers vous. Donc. Oui, merci Radia pour votre question. Oui, effectivement, je pense qu'il faut faire attention aussi à la manière dont on parle, parce que ce que vous évoquez, c'est ce qu'on appelle en ce moment les métiers de la transition. C'est-à-dire qu'on est en train, les politiques publiques ont bien conscience du développement de l'emploi local. Et alors je ne connais pas le cas de la CAF, mais je vais reprendre le cas que moi je connais, mais c'est un peu semblable, sur le cas des revenus d'insertion. Des revenus d'insertion. Des revenus d'insertion. Donc du revenu de solidarité active. On va considérer effectivement que des personnes qui sont au RSA, au lieu d'avoir le RSA pour leur recherche, leur épanouissement, parce qu'il y a des situations de vulnérabilité très fortes, pourraient aller travailler dans des métiers de la transition, dans des entreprises, dans des communes qui ont une activité en lien avec la transition. Moi, je m'interroge en fait sur ce mécanisme en termes de justice et de gestion des inégalités, parce que ça me donnerait presque l'impression, ça me donne l'impression, et je pense que dans les faits, c'est peut-être des risques qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on va employer des gens à bas coût pour pouvoir avoir des activités dans la transition, mais pour des activités dans des communes ou des entreprises qui ne sont pas soutenables en elles-mêmes. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait la preuve en fait, de leur soutenabilité, mais qui vont être une main-d'œuvre
pas cher pour faire une activité qui va être du nettoyage, de l'aménagement paysager par exemple, mais qui ne va pas profondément pouvoir les accompagner dans une revalorisation, l'apprentissage de nouvelles compétences et le fait de pouvoir aussi peut-être être porteur d'un projet de transition. Donc, je suis d'accord avec vous sur l'importance de pouvoir accompagner, que potentiellement l'écologie pourrait être une très bonne opportunité pour faire en sorte de redonner du sens à l'activité et à l'emploi, de pouvoir redonner de la justice dans le fait d'avoir des revenus qui soient justes, mais dans le cadre aussi d'un processus d'accompagnement, de formation, qui permettent aux personnes de pouvoir aussi acquérir des nouvelles compétences, de l'autonomie, dans l'apprentissage de nouveaux savoir-faire, mais qui ne soient pas une main-d'œuvre à bas coût pour des entreprises qui vont avoir usage du RSA, plutôt que, comme vous le disiez, mais on se rejoint en fait dans ce que avoir recours à des institutions publiques pour avoir finalement des personnes qui ont un RSA ou la CAF et avoir du coup des revenus à bas coût. Donc on est d'accord. C'est très clair. Attends, excuse-moi Radia. Oui. Radia, t'as pas de micro, donc en fait, je peux pas te... Attends, mais il est derrière toi, c'est pour ça, parce que tout le monde n'a pas entendu. Vas-y Radia. Oui. Vous parliez pour l'écologie, on n'a pas assez de budget pour pouvoir transformer tout ce qu'il y a à transformer. Et sachant que l'État ne veut pas vraiment mettre la main à la pâte et qu'ils veulent faire travailler les gens du RSA, eux vont mettre la main à la pâte, ils seront obligés de payer les gens qui sont au RSA au prix qu'ils devraient y avoir. Oui, c'est une manière de voir. Une autre manière aussi, c'est de dire il y a déjà des initiatives dans les territoires qui sont déjà mises en place, il y a des coopératives, il y a des actions dans les territoires qui sont mises en œuvre. Comment on accompagne les personnes au retour vers l'emploi à travers un épanouissement et l'apprentissage de nouvelles compétences, mais pas forcément à avoir recours aux dispositifs d'insertion sociale, parce que pour moi, ça voudrait dire qu'on poursuivrait le processus de disqualification et on poursuivrait finalement des rapports de domination et de rapports de force entre les pouvoirs publics et les personnes en situation de vulnérabilité. Donc en gros, ce que dit Caroline, c'est OK pour en fait utiliser toute la manœuvre qui existe pour faire des métiers, pour créer des nouveaux métiers de transition, mais il y a quand même quelque chose d'essentiel qui est la formation et l'accompagnement. On prend les gens pour leur faire des choses, mais on prend les gens, on les accompagne, et du coup, en plus, on... Et pas substituer des revenus de solidarité active par des métiers de la transition qui ne seraient pas rémunérés justement, et de manière équitable. Voilà. Qu'en fait, si on fait pas travailler des gens à bas coût, enfin des personnes qui ont des revenus modestes, eh bien, et qu'on leur fait faire des travaux dans le domaine de la transition, il faut que ce soit qualifié, il faut aussi qu'ils gagnent plus que ce qu'ils auraient eu au niveau du RSA. J'essaye de l'accompagner. C'est ça qualitatif, oui. Et parce que les grimaces de... Voilà. Attends, juste, on va te donner un... Et juste pour terminer sur ce point, parce que ça voudrait dire aussi que les personnes qui sont exposées le plus à des nuisances environnementales, qui subissent le plus les efforts à faire pour la transition et qui sont le moins responsables des émissions de gaz à effet de serre vont être ceux aussi qui vont travailler et être employés pour pouvoir mettre en œuvre la transition par rapport à d'autres catégories qui n'auront pas à faire les efforts nécessaires ou un modèle de développement local qui devrait permettre... Donc en fait, vous voyez, ce que moi j'aimerais bien insister, c'est le processus de cumulation qui est très intéressant en termes de méthodologie. Alors, une réaction, si tu peux te lever, te représenter comme ça. Valérie, moi la seule chose que je veux dire, c'est justement, je suis encadrante dans un restaurant d'insertion. Donc l'insertion, ce n'est pas faire travailler les gens, c'est les former, les accompagner et les aider à évoluer. Et ce qu'ils veulent faire avec le RSA, c'est complètement atroce, horrible. Ça veut dire jeter des gens au travail, en profiter, et puis leur dire, allez, va-t'en. Et pas les aider à avancer, pas travailler sur leur projet. Tout à fait. Donc vous dites la même chose. Merci. C'est des points de vigilance par rapport à des bonnes idées ou des fausses bonnes idées ou des idées comme celle de Radia qu'il faut accompagner pour que ça soit vraiment qualifié. Alors, il y avait d'autres questions. Il y avait une question, et je vais rebondir sur les acteurs. Exactement. On a posé la question des acteurs. Ouais. Est-ce qu'il y a des acteurs, des pays ? Bon, il y a des pays qui intègrent les droits de la nature dans leur constitution. Il y a des espaces qui sont préservés avec les droits de la nature en Europe, en France, en Suisse. C'est une manière de pouvoir rendre justice à la protection de la nature. En tout cas, c'est un élément de débat et d'assemblée populaire qui vont être mis en place. Un autre, c'est les acteurs de l'insertion.
Les acteurs que j'ai pu observer, que ce soit dans le nord de la France ou que ce soit en Suisse, ou que ce soit qui permettent de pouvoir faire ce lien entre souci de transition écologique et emploi et économie en fait locale, c'est profondément des acteurs qui vont décloisonner leur champ d'action. Et les acteurs sociaux, avec les acteurs de la transition et les acteurs de l'économie sociale et solidaire, font des choses assez impressionnantes à l'échelle des territoires, à travers des coopératives. Alors, la Fondation Zoën, elle les suit, donc je vais pouvoir en dire quelques mots, à travers des coopératives de transition écologique. Et qui pensent à un revenu de transition écologique et qui essayent justement de pouvoir mettre en place des écosystèmes d'acteurs territoriaux qui essayent de pouvoir justement au niveau local proposer des modes de planification d'une économie de la subsistance. Et ça, c'est, je pense, des initiatives tout à fait intéressantes. Mais en tout cas, tous les acteurs que j'ai rencontrés qui font ces mouvements, ces réflexions territoriales d'un point de vue économique, c'est souvent des acteurs sociaux, des acteurs de l'éducation populaire, qui vont travailler avec des acteurs de l'insertion. Et je suis persuadée qu'en Grenoble, il y en a un tas. Il y a un tas d'initiatives qui vont dans ce sens, que ce soit dans des quartiers populaires ou que ce soit dans des espèces de, comment on appelle ça en ce moment, de tiers-lieux. On voit qu'il y a des initiatives, mais il n'y a aucune politique de planification qui vise actuellement à faire de ces acteurs des acteurs du changement au niveau local. Alors, mais c'est une piste, du coup. C'est une piste parmi d'autres. Alors, j'avais une demande au milieu, je me souviens que là, qu'il y avait quelqu'un... Ouais, voilà, excuse-moi, je faisais turli. Excusez-moi, mais j'ai une caisse de résonance des messieurs. Ça fait roup, c'est comme si je vous avais à côté de moi. Merci. Bonjour, je m'appelle Paul. Je voulais revenir sur ce que vous aviez dit, notamment, qui m'a vraiment surpris, mais au final, en y réfléchissant, c'est pas si surprenant, mais que au final, les personnes de classe sociale plus faibles, qui ont moins d'argent, sont déjà dans une forme de sobriété et donc polluent moins. Et ce qu'on entend au quotidien, c'est plutôt l'inverse, que les gens les gens qui ont moins d'argent ont des voitures plus polluantes, qu'ils n'ont pas l'argent pour isoler, donc qui consomment plus. Et beaucoup de politiques sont au final tournées vers des aides pour que les gens puissent s'acheter des nouvelles voitures, ou, enfin améliorer. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu parler, enfin au moins, de contraindre plutôt les personnes plus aisées à réduire, enfin, à mettre vous avez mis des quotas de droit à polluer. Voilà. On dit que souvent les personnes les plus aisées, au final, c'est elles qui se soucient de l'écologie. Mais enfin, c'est quoi votre avis? Et est-ce qu'au final, c'est pas plus efficace du coup de mettre en place des politiques de réduction, enfin de quotas? Auprès des plus riches, c'est ça oui, que tu veux dire. Oui, voilà. Merci. Alors quand même, lors du premier week-end, on nous avait dit que ce qu'avaient les relevés... Bon, moi, je pense que je vais vous laisser le redire. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? C'est pas mal aussi, là, tout simplement de dire ce qui vous a étonné. Vous posez des questions complémentaires. Alors attends, je regarde s'il n'y a pas d'autres demandes avant de te redonner la parole. Radia, elle est repérée, hein. Mais c'est pas grave, ça alimente le débat. Vas-y Radia, allez. Alors, pour toi, quand tu as parlé de l'aide pour les gens bas niveau, là, enfin, qui n'ont pas beaucoup de sous, pour acheter des voitures, c'était pas assez en fait. Je crois qu'ils proposaient à peine 1 000 €, qu'un véhicule hybride, c'est environ 10 000. Et une personne à précarité ne peut pas s'offrir une voiture à 9 000 €. Donc, limite, c'est 450 à grand max, à crédit 2500. Et il n'y a pas de voiture écologique à 2500 €. Sauf si l'État se met à mettre, allez, je vous donne 10 000 €, je vous offre la voiture. Mais j'ai un gros doute, ils préfèrent aller faire la jetable. Ok, merci Radia. Est-ce qu'il y a d'autres, vous avez le droit d'applaudir, est-ce qu'il y a d'autres marques? Alors, Vincent, n'hésitez pas, hein. Peut-être que vous allez repérer, là, plus on va avancer, que c'est un peu toujours les mêmes qui vont oser. Moi, vous me voyez, vous avez l'impression que je suis à l'aise. La première fois où je montais sur l'estrade, là, j'étais juste comme ça. On peut s'écouter. Merci.
Une nouvelle. Non, mais excuse-moi, Vincent, du coup, je vais donner en priorité la parole à des personnes qui ne l'ont pas prise encore. C'était un peu l'objet de mon appel. Et tu te présentes. Alors, moi, c'est Marius. Pour rebondir sur ce que tu as dit, les aides sociales, c'est bien, mais aussi un gros traquenard, parce que si l'État donne des sous, les boîtes vont des fois aussi augmenter les prix. Donc, je pense que c'est un des... Je ne sais plus comment c'était formulé ce matin, les points où il faut faire attention, c'est que les points de vigilance. C'est vraiment important de ne pas se laisser devancer justement par cette volonté d'enrichir peut-être ceux qui ne le méritent pas trop. En fait, c'était oui, faire en sorte qu'il n'y ait pas des passe-droits ou que ce soit pas plus facile déjà pour ceux qui ont les moyens de se retourner et d'affronter les grands changements. C'était ça que vous disiez ce matin. Ouais, mais là, pour le cas vraiment spécifique des aides, si on prend le cas des voitures électriques ou ce genre de choses, si l'État donne 10 000 pour une voiture électrique, mais qu'au final, la voiture, elle coûte après ça 10 000 plus cher, ça sert à rien. Voilà. Ok, merci. Peut-être avant que je redonne la parole, on fait réagir Caroline, ça sera plus dynamique. Merci beaucoup pour votre question. Ce que vous avez pointé, c'est un peu le rapport entre l'écologie, la représentation d'une écologie dominante et une écologie plus sociale ou une écologie un peu plus populaire. Et c'est-à-dire qu'effectivement, les populations qui sont en situation de vulnérabilité, elles doivent subir aussi le coût de leur voiture, de l'usage de leur voiture, et aussi n'ont pas forcément la possibilité de changer de voiture, donc qui forcément ont des voitures qui émettent le plus, mais ça ne fait pas les émissions de gaz à effet de serre d'une empreinte écologique en tant que telle. Quand on fait le parallèle avec des catégories sociales plus supérieures qui ont la possibilité de pouvoir être dans une forme de consommation des biens technologiques, mais aussi de transport en avion. Et c'est vrai que cumulé à travers les modes de vie, on voit que l'empreinte écologique est plus faible chez les revenus modestes et par rapport aux revenus supérieurs. Parce qu'il n'y a pas le luxe de la consommation. Et que même, je pense, il doit y avoir des études qui existent sur le sujet, mais même dans l'habitat, c'est beaucoup plus difficile pour ces personnes qui vivent dans des immeubles qui sont pas du tout isolés. Et elles vont pas forcément mettre le chauffage à 20. Elles vont choisir, en tout cas dans une étude que j'ai faite sur la sobriété énergétique des populations les plus pauvres à Roubaix, je me suis aperçue à travers une centaine de questionnaires que les personnes en situation de précarité, elles vont chauffer une pièce, ou celle des enfants, ou une autre, mais elles vont pas être à 20. Et ça, c'est aussi une différence en fait par rapport... pas tous, on va pas faire des généralités, je vois monsieur qui fait ça, mais c'est vrai que, en tout cas, dans un quartier comme celui de Roubaix où j'ai travaillé, l'étude qui est ressortie, c'est ces processus d'ajustement dans l'accès à l'énergie, et que de manière générale, je pense que c'est une question à prendre en compte, la question de l'équité vis-à-vis de l'empreinte écologique. En tout cas, pour moi, ça permet de mettre un point d'égalité. Et le système dont je vous parle, c'est le système de quota carbone, qui est un instrument de politique publique qui a été envisagé au Royaume-Uni, sous le gouvernement Tony Blair, et qui a mis en place aussi des systèmes de compensation, mais inversés, pour les populations les plus aisées. Donc c'est un instrument qui permet de pouvoir accompagner des politiques de planification du territoire. Voilà. Mais merci de votre question. Alors du coup, je suis désolée, je vais donner la parole à ceux qui ne l'ont pas eu. Du coup, monsieur au milieu, si tu peux te représenter. Et relevez bien la main que je vois qui veut prendre la parole du coup. Bonjour, je m'appelle Alix. On a bien compris que l'économie vers laquelle on se profile, c'est une économie du consommer moins pour consommer mieux, et que la problématique, c'est comment on finance en fait ce consommer mieux. Et moi, j'aimerais bien que vous entendre en fait sur des nouveaux modèles économiques qui est plus sur une économie d'usage que sur une économie d'acquisition. Merci. Alors du coup, Vincent, merci de ta patience. Comme le micro est pas loin de toi. Ok, merci. Bon, c'est pas une question que je voulais poser, c'était pour faire une remarque, un plaidoyer. Vas-y, s'il n'est pas trop long. Ok, non, il n'est pas trop long, parce que bon, je pense que quand
la maison du voisin brûle, il faut l'aider parce que la prochaine sera la tienne. Je pense que depuis ce matin, je ne parle que d'une catégorie de personnes, les politiques. Parce qu'il faut d'abord résoudre le problème à la source. Il y a un laisser-aller. Je ne veux pas citer de nom, mais il y a certains films, par exemple, qui privatisent la nature. Je prends le cas des semences. Alors, il faut qu'on soit dans la thématique de la justice climatique et sociale. Donc, dis-nous... Oui. Donc, qui privatisent certaines semences et après, qui les revendent aux paysans. Donc, du coup, quand les paysans n'ont pas assez de moyens, ils ne peuvent pas produire plus. D'accord. Et donc, au niveau ce que je dénonce dans mon plaidoyer, c'est au niveau de l'État, au niveau des politiques, pourquoi ils laissent faire tout ça. Je prends le cas, par exemple, de la vache folle. Ceux qui en ont souffert, c'est les moins nantis, parce qu'au départ, ils ont permis à ce que les vaches soient nourries à partir d'éléments qui n'étaient pas propres à leur nature. Donc, le plaidoyer que je fais, c'est de faire en sorte que les politiques puissent réellement interdire ce qui n'entre pas dans la logique naturelle. Merci. Merci beaucoup. Valérie. Il est 26. Oui. Je vais prendre les 2 dernières prises de parole et puis comme ça, on bouclera. Parce que sinon, je ne vous libère pas à l'heure, il est 27. Bon, on recommence. Hein. Valérie, vas-y. Voilà. Ma question, c'était liée à l'empreinte carbone personnelle. Vous parlez qu'on aura tous une empreinte carbone, un certain taux de carbone à faire. Vous n'avez pas peur que ça fasse... que les gens qui n'ont pas d'argent vendent une partie de leur empreinte comme ça s'était passé pour les entreprises? Et il y a quand même des gens en Inde qui vendent leurs reins, donc pourquoi ils ne vendraient pas leur empreinte carbone et donc qui en profiteraient moins? Merci beaucoup Valérie. Non mais typiquement, est-ce que les bonnes idées ne risquent pas d'avoir des gros impacts sociaux? Je me souviens plus de ton prénom. Agnès. Allez, on prend la dernière prise de parole d'Agnès et puis... Caroline, vous avez commencé en disant que vous aviez constaté un postulat, c'était que les personnes à bas revenus auraient besoin d'être éduquées, soi-disant. Moi, la question que je me pose, c'est quelle est la place de la compétence que vous avez et des connaissances que vous avez à l'ENA, à Sciences Po, dans la formation de nos élites, à Polytechnique. Oui, est-ce que vous donnez des cours pour former les élites futures, parce que c'est... Voilà, pour les former à ces changements de paradigme. Merci Agnès. En tout cas, vous avez de la chance, vous avez eu la présence de Caroline. 2 minutes, Caroline? Oui, 2 minutes. Alors, sur les limites du quota carbone, très complètement d'accord avec vous. C'est un des effets... un effet pervers en fait, qu'on peut voir dans ce système et du coup qui pose la manière de la limitation de ce type d'instrument, mais de la capacité de pouvoir compenser de manière inversée. Mais du coup, c'est un enjeu de débat qui pose pour moi la manière de dire notre empreinte carbone, c'est comme une assiette. Comment on va découper cette assiette pour favoriser finalement l'atteinte des objectifs? Donc c'est un levier de débat, mais ce que vous venez d'exprimer est tout à fait la limite qui a été identifiée. Après, le quota, il est quand même 1 tonne de... Donc, c'est pas grand-chose, 1,5 tonne par personne, c'est déjà pas grand-chose, mais effectivement, mais tout à fait. Et c'est pour ça, merci de votre participation et de votre attention, parce que c'est un plaisir du coup d'échanger sur ces sujets-là. Sur l'économie d'usage. Alors, oui, alors effectivement, il y a toute une chaîne d'économie qui est en train de se créer sur la réparation, c'est ce que vous vouliez évoquer sur la réparation, sur le réusage, moi je pense aussi à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui me semble être un paradigme économique qui est en train de se construire dans les territoires. Certains territoires disposent de ces compétences-là. Et effectivement, il y a une méthode qui permet de pouvoir travailler sur la coopération entre différents acteurs sociaux, métiers de la transition et différents types d'économie. Économie alimentaire, sur la subsistance, sur l'énergie, sur la réparation, sur la gestion des déchets pour qu'ils n'aillent pas à l'étranger, parce que c'est important. Et aussi de pouvoir réfléchir à non pas une mutualisation des besoins, mais aussi à une organisation de la fonctionnalité que doit avoir un système économique qui est normalement fait pour pouvoir répondre aux besoins d'un territoire et un territoire élargi
interterritoriale, parce qu'effectivement, il faut aussi penser cette solidarité, cette collaboration. Donc je ne pourrais pas aller plus loin, parce qu'il est 30 et je vais devoir partir, mais avec plaisir, n'hésitez pas, on se contacte, et puis je vous donne plus d'informations sur le sujet. Et non, merci. Je ne donne pas de cours à l'ENA, merci mais à Sciences Po Lille, donc à Sciences Po en général, donc voilà. Et à la merci beaucoup. À la Convention citoyenne de Grenoble. Merci beaucoup.